Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle mini-série que j'entame aujourd'hui en partenariat avec l'entreprise SoSafe, le plus grand fournisseur de solutions de sensibilisation à la sécurité et de gestion des risques humains en Europe. Je suis ravie de recevoir à nouveau Arnaud Loubatière au micro du podcast. Bonjour Arnaud. Bonjour Leslie. Bienvenue et merci de faire partie de cette nouvelle aventure. Alors dans cette mini-série, on va parler de sensibilisation et pour ce premier épisode, on a choisi le sujet clé de l'IA au travail. Aujourd'hui, tout le monde ou presque utilise l'IA quotidiennement sans avoir été formé à son utilisation. Alors pourquoi ça pose problème ? Quels sont les risques cyber liés à une utilisation non encadrée de l'intelligence artificielle au sein d'une entreprise ? Comment mettre en place une gouvernance d'entreprise efficace pour utiliser l'IA en toute sécurité ? C'est notre sujet du jour. En ce début d'année, la DGSI a tiré la sonnette d'alarme sur les risques liés à l'utilisation de l'IA dans le cadre professionnel. L'institution alerte sur les mauvaises pratiques qui s'installent dans nos quotidiens et qui peuvent exposer les entreprises. Quels sont les risques dont on parle ici, Arnaud ? Les risques, c'est les suivants. Déjà, pour moi, c'était une alerte qui était vraiment nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on voit de plus en plus d'employés utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail du quotidien. Alors, il y a 3 axes surtout. Le premier, ça va être la fuite de données. Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre sur une IA ? Quelle IA j'ai le droit d'utiliser ? Tout ça, c'est des sujets qui sont toujours en suspens potentiellement pour un employé. Le deuxième, c'est la prise de décision faussée. L'IA, comme on le sait, a des hallucinations. Qu'est-ce qu'une hallucination ? Comment on fait pour détecter une hallucination ? Tout ça, c'est des sujets à prendre vraiment au sérieux. Le dernier sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement de ces informations ? Un cyberattaquant aujourd'hui, il va être capable de pouvoir aller prompter une IA pour aller chercher les informations qu'on aura mis dans notre prompt et ainsi pouvoir s'en servir contre nous. Je prends un exemple tout simple. Typiquement, des informations sur un contrat, par exemple, je fais un prompt, j'ai besoin de faire une réponse par rapport à un meeting, quels sont mes avantages, quelles sont les prochaines étapes, etc. Un cyberattaquant pourrait très bien savoir qu'on est en contact avec cette entreprise, pouvoir utiliser ces informations, les revendre à un concurrent, et ça pourrait décrédibiliser directement les personnes concernées. Alors justement, la DGSI révèle également qu'un tiers des entreprises ne disposent pas encore de politique d'utilisation de l'IA malgré son adoption massive. Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de mettre en place une gouvernance d'entreprise sur l'intelligence artificielle ? Alors c'est particulier parce que les entreprises elles ont du mal à répondre autour de 3 sujets. Le premier, c'est la vitesse. Depuis le Covid et la digitalisation des meetings, j'ai envie de dire, on n'a pas eu quelque chose qui a bouleversé notre quotidien comme l'IA. C'est-à-dire, l'IA va tellement vite en entreprise, il y a des IA qui sortent tous les jours, de nouveaux agents, de nouvelles ressources, et en fait, c'est très difficile pour une entreprise de pouvoir encadrer tout ça. Qu'est-ce que mes équipes utilisent ? Dans quel cadre ? On a vraiment ce choc de vitesse-là. Le deuxième point, ça va être le problème du propriétaire. Qui est en charge de l'IA aujourd'hui dans une entreprise ? Est-ce que c'est le DSI ? Parce que c'est chez lui que sont les outils, en théorie. Est-ce que c'est le DPO ? Parce que c'est lui qui s'occupe du légal. Et DPO qui avait été mis en place pour le RGPD, dans le cadre du RGPD. Donc, il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui pour l'IA encore. On n'a pas de DPO IA, on n'a pas ce rôle-là. Et le DPO, aujourd'hui, a toujours des sujets à traiter en rapport avec la RGPD. Est-ce que c'est le CISO ? Est-ce que c'est le responsable cyber qui est en charge ? Est-ce que c'est le CIO de l'entreprise ? En fait, les rôles ne sont pas clairement définis. Et le dernier élément, c'est la peur de tuer la productivité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, la plupart de nos clients, qui ont des cas d'usage sur l'intelligence artificielle. On peut prendre l'exemple des gros groupes américains ou même des gros groupes français. Tout le monde a développé des cas d'usage. Donc, si demain je bloque l'IA, je peux potentiellement bloquer ma productivité. Chez SoSafe, vous constatez que même lorsqu'une entreprise dispose d'une politique d'IA, celle-ci semble difficile à mettre en application. Comment est-ce qu'on l'explique ? Quels sont les freins qui ont été identifiés ? Le constat, il est simple. Que ce soit une politique IA ou n'importe quoi, une politique cyber, les biais sont les mêmes. On va avoir des personnes qui vont penser un document. Généralement, ce document est sous format PDF. On va avoir entre 10, 20, 30, 40 pages
qu'on va mettre à disposition de collaborateurs sur un SharePoint. On va potentiellement avoir une présentation pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur un meeting, nous expliquer les grands axes. On va demander aux gens de prendre connaissance de cette politique. De la signer. De la signer, tout simplement. Et c'est tout. Et en fait, on n'y revient pas dessus. Oui, c'est comme quand on accepte les conditions d'utilisation, mais en fait, on ne les lit jamais vraiment et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire ou pas. Exactement, on ne sait pas ce que ça implique, on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas nos devoirs. Donc, juridiquement, on se couvre par rapport à ça. Mais fonctionnellement, une entreprise, elle a toujours ce risque d'avoir une mauvaise utilisation d'une IA ou d'un outil cyber. Donc, le résultat, en fait, c'est que tu as des études qui montrent que tu as les 2/3 des employés, en fait, qui ne suivent pas les politiques parce que factuellement, ils ne les connaissent pas. Alors, pour aider les entreprises dans leur démarche de mise en place d'une politique d'IA, qui est déjà un bon premier pas, vous avez eu une idée brillante chez SoSafe qui permet de transcrire une politique en matière d'IA, donc ce PDF complexe dont tu viens de nous parler, en leçons simples à comprendre et accessibles à tous. Donc, cette leçon, elle est accompagnée même d'un assistant IA qui est capable de répondre aux questions de l'utilisateur. Donc, en quoi ces outils peuvent changer la donne chez les entreprises, Arnaud ? Ce qu'on a remarqué, on est parti du constat que c'était très difficile pour quelqu'un d'absorber toutes les informations nécessaires. Et il y a des études qui ont été faites il y a plusieurs années, je pense notamment à la pyramide de Dale, qui te font voir que d'un point de vue cognitif, dans un cadre d'apprentissage, plus tu vas avoir d'engagement et plus tu vas t'orienter vers le jeu, plus tu vas avoir une rétention d'informations. Donc, on est parti de ce constat-là et on l'a appliqué aux politiques de manière générale, et notamment aux politiques IA. Donc, on a développé, grâce à l'IA, une solution qui va permettre de changer un PDF et de le transformer en leçon. En leçon, c'est-à-dire quelque chose de visuellement beau, potentiellement avec du son, avec du jeu à l'intérieur pour pouvoir progresser dans la formation, avec le fait de pouvoir faire en sorte que cette politique-là soit comprise et voire y mettre un questionnaire à la fin pour être sûr qu'on ait une rétention de connaissances. Donc ça, c'est le premier élément. En plus de ça, je ne peux pas considérer qu'un collaborateur puisse connaître, même après une leçon, un document en entier. Le mettre en pratique aussi Exactement. d'un coup en entier. Exactement. Donc, par rapport à ça, on a développé un agent qu'on va mettre sur les outils de communication d'entreprise. Cet agent-là, on va lui pousser les politiques internes et il va pouvoir répondre aux collaborateurs à chaque fois qu'ils ont une question sur une politique interne. Je vais te donner un exemple très concret. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser OpenAI ou ChatGPT ? Si dans ta politique interne, tu vas avoir notre outil d'IA et Gemini, parce qu'on a un environnement Google, cette IA-là va dire non, tu n'as pas le droit d'utiliser ChatGPT pour X, Y raison. Par contre, nous avons une IA interne qui s'appelle Gemini et tu vas pouvoir l'utiliser. Voici le lien pour y avoir accès. Donc, on va orienter en fait le collaborateur vers les bons outils, ce qui va permettre de réduire le risque cyber et de limiter le risque de shadow IA et de divulgation d'informations sur le net. Qu'est-ce que c'est le Shadow IA, si tu veux expliquer ? Alors, le Shadow IA, c'est assez simple. C'est le fait, pour une entreprise, de pouvoir contrôler les outils d'IA qu'elle a. Ce qu'on appelle du Shadow IA, c'est comme du Shadow IT. C'est-à-dire, on a des entreprises qui ne savent pas que leurs collaborateurs vont utiliser tel ou tel outil. Et le fait de ne pas savoir ça fait que des informations confidentielles peuvent être mises sur des environnements non sécurisés. Donc là, tu nous as présenté donc 2 solutions, la leçon, le PDF transformé en leçon et l'assistant IA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche pour y avoir accès ? Alors, nous, la première partie, ce qu'on appelle, nous, le Policy to Lesson, c'est un outil qui a été développé où les administrateurs d'une entreprise vont mettre une politique. Entre 5 et 10 minutes, nous allons avoir un cours qui est créé et qui va pouvoir être mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs, soit sur la plateforme SoSafe, soit sous ce qu'on appelle un format d'e-learning, que ce soit du SCORM ou autre, pour les intégrer directement dans les LMS, les Learning Management Systems de nos clients. L'objectif derrière, c'est qu'on va pouvoir donner le pouvoir aux personnes qui ont créé ces politiques de pouvoir, si elles le souhaitent, y apporter des modifications, y apporter quelques ajustements, faire une traduction automatique de ces politiques, les mettre sous format jeu et les mettre à disposition des collaborateurs pour qu'ils puissent y aller quand l'entreprise en ressent le besoin.
Qui fait ces ajustements? C'est quelqu'un dans l'entreprise ou de chez SoSafe? Non, c'est quelqu'un dans l'entreprise directement. Qui est identifié, donc, comme le DPO. Exactement, c'est la personne exactement qui veut bien aujourd'hui prendre en charge le projet IA et justement le projet de politique IA. D'accord. Et dans un second temps, on a notre assistant Sophie. Alors nous, on l'appelle Sophie en interne, mais il peut s'appeler comme vous le souhaitez. Okay. Et cet assistant-là, en fait, on va le déployer sur les outils de communication, que ce soit Teams ou Slack. Et grâce à Sophie, le collaborateur va pouvoir aller poser des questions qui correspondent vraiment à la politique interne d'une entreprise. On ne va pas lui permettre d'injecter des documents. On va potentiellement lui demander, lui dire en fonction de la politique interne et d'un prompt qu'il aura reçu, savoir si son prompt est en conformité avec ce qui a été demandé à une entreprise. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire ce voyage? Oui, non. Politique voyage. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel ou tel site internet? Oui, non. Politique cyber. Est-ce que j'ai le droit de prompter ou d'utiliser tel outil d'un point de vue AI? Oui, non. Politique AI. Et chaque fois, l'avantage de notre solution, c'est qu'elle va donner une réponse et elle va rediriger directement le collaborateur sur la politique qui le concerne, ce qui va lui permettre de faire du fact-checking. Je précise aux auditeurs que vous trouverez donc les liens vers les solutions dont parle Arnaud dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et j'allais te demander, mais qu'est-ce qu'on trouve dans une politique d'IA? Donc notamment le fact-checking, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Le fact-checking, c'est quelque chose qui est hyper simple, c'est le fait de vérifier les sources. Aujourd'hui, on pourrait très bien poser une question à une IA, et une IA peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Le fondamental d'une hallucination est un peu particulier, puisque c'est l'IA qui le définit. Mais typiquement, l'objectif, à chaque fois qu'on propose un prompt à une IA et qu'on le reçoit, c'est de vérifier la source des informations. Et l'objectif du fact-checking, c'est de se dire, par rapport à telle ou telle information, je vais quand même faire une double vérification sur le net pour être sûr que ce qui a été donné par l'IA correspond à une réalité. Et donc ça, dans le chat, par exemple, le chat peut sensibiliser l'utilisateur à ce type de pratique. Lui dire, si vous demandez ça à une IA, surtout n'oubliez pas d'aller vérifier l'information derrière parce qu'on n'est jamais sûr, en fait, de la véracité de l'information. Exactement. Et de deux manières. Soit on va lui poser une information, il va faire une préconisation de fact-checking. Soit notre IA, quand le collaborateur va poser une question par rapport à une politique interne, elle va toujours le rediriger vers le document. Oui. Ce qui va lui permettre, en fait, le fact-checking. Exactement. Alors, dans l'utilisation de l'IA, globalement, quelles sont les situations qui nécessitent une intervention humaine? En fait, dans l'ensemble des cas, j'ai envie de dire, il faut toujours avoir un esprit critique. Je vais donner 2 exemples concrets. Si je suis une personne du département RH, que je pose une question, vérifiez toujours la véracité des sources. Pourquoi? Parce que si je pose une question contractuelle sur le droit français, par exemple, on va demander les sources et on va pouvoir aller vérifier directement. Pourquoi? Parce que une IA n'est pas juriste aujourd'hui. Elle va aider à la décision, mais elle n'est pas juriste. Dans tous les cas, il faut toujours avoir cet esprit critique pour être sûr, pour s'assurer que la réponse qui nous a été donnée est en adéquation avec une réalité. Donc l'IA, c'est bien pour faciliter la vie, mais il ne faut pas lui faire confiance aveuglément. Non, exactement. L'IA est là pour générer. Elle n'est pas là pour faire du fact-checking, justement. Donc, elle est là pour générer. Elle n'est pas là non plus pour donner la vérité. Elle n'est pas là pour donner la vérité. Donc, il faut toujours avoir, avec une intelligence artificielle, un esprit critique de vérification. L'intelligence artificielle va nous faciliter le travail, à nous, en tant qu'êtres humains, de vérifier les informations et de pouvoir les ajuster au cas où c'est nécessaire. Et justement, je trouve qu'on a une nouvelle responsabilité, là, nous, en tant qu'êtres humains, face à ce nouvel outil. On parle aussi de prompter de façon responsable aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Prompter de façon responsable, c'est faire toujours attention aux informations que l'on va donner à une intelligence artificielle. Typiquement, dans le cas d'entreprise, des données sensibles, secrètes, que ce soit internes ou correspondant à un client, il faut faire en sorte d'anonymiser l'ensemble de ces données-là. Pourquoi? Parce que l'IA apprend de manière continue. Donc, cette donnée-là peut être exploitée par la suite, ce qui peut être amené à donner des failles de sécurité dans les entreprises. Même si c'est une IA qui est choisie par l'entreprise et avec un abonnement payé, est-ce qu'il y a une différence?
Il y a une différence, il n'empêche que l'IA, dans la plupart des cas, continue d'apprendre des prompts. Donc, l'ensemble des entreprises qu'on accompagne dans l'ensemble de leur politique IA fait attention à demander à l'ensemble de leurs collaborateurs d'anonymiser les informations qu'ils mettent à l'intérieur, notamment des informations bancaires, des informations couvrant du secret professionnel. Là-dessus, on préconise toujours d'anonymiser les éléments. Et l'assistant IA qui est développé par SoSafe, l'information, la donnée reste chez SoSafe. Elle ne va pas nourrir une IA externe, etc. Non, donc... on va quand même pas recommander de mettre de la donnée sensible parce que ça voudrait dire quand même nous la mettre à disposition. Par contre, on a cadré notre IA pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas absorber justement ces données sensibles-là et qu'elle se réfère principalement aux documents que fournit l'entreprise. Ce qui limite de facto les hallucinations. Parce qu'on se base sur un document qui nous a été fourni par une entreprise. Alors chez SoSafe, votre cœur de métier, c'est la sensibilisation. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi c'est important pour un utilisateur de comprendre le fonctionnement d'une IA et surtout ses limites ? Ben, c'est important, surtout en 2026 maintenant, où on voit que l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Donc, en tant qu'acteur de la sensibilisation à la cybersécurité, on a vu l'évolution de la cybersécurité, l'évolution des attaques, l'évolution des cyberattaquants au cours des 5-10 dernières années. Un plus grand nombre d'attaques, des types d'attaques qui se diversifient. Donc, du coup... avec l'intelligence artificielle, on a un nouveau vecteur qui s'est ouvert. Et dans ce cadre-là, nous, en tant qu'entreprise, on se doit de pouvoir donner l'information à l'ensemble des collaborateurs pour être sûr de pouvoir sécuriser les éléments au sein de son entreprise. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus un seul sujet d'entreprise. C'est un sujet de personne. Aujourd'hui, c'est très important à partir du moment où on va mettre une information sur une intelligence artificielle, de pouvoir faire en sorte de comprendre ce qu'il en est fait pour être sûr de faire le bon choix au moment où on prompte et où on ingère de l'information. Sensibiliser et former, ça prend du temps. Est-ce que les entreprises sont prêtes aujourd'hui à accorder ce temps à leurs collaborateurs pour se former, pour comprendre le fonctionnement des outils qu'ils utilisent ? C'est pas facile aujourd'hui. Ça, il faut l'admettre. La plupart des entreprises que l'on accompagne, on a des objectifs de croissance, on a des objectifs de rentabilité. Donc, du temps de la formation, du temps, ça peut être perçu comme du temps perdu. Ce qu'on préconise, en fait, c'est pas de le voir comme du temps perdu, mais de voir comme du temps investi. Parce que plus on va former les collaborateurs aujourd'hui sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle, je ne dis pas de les apprendre à prompter, je dis de leur expliquer, leur permettre de comprendre ce qu'est une intelligence artificielle et à quoi ça peut servir, plus on va développer un esprit critique au sein de l'entreprise pour pouvoir à la fois développer la créativité, puisque à partir du moment où les gens vont pouvoir s'y intéresser, le faire de manière pédagogue et ludique, ils vont monter en compétences et potentiellement, ça va leur permettre de créer de nouveaux projets. Le deuxième élément, c'est également de pouvoir leur permettre de le faire en toute sécurité. Et de ce biais-là, l'entreprise va réduire ses risques d'attaque et de facto investir pour son futur. L'esprit critique devient une nouvelle compétence clé pour les entreprises. En 2026, on revient à l'humain. On est obligé d'avoir cet esprit critique-là pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Est-ce qu'à terme, il faudra penser à une formation en continu pour tout le monde et dans tous les secteurs ? Je pense que c'est de plus en plus nécessaire aujourd'hui avec la direction qu'on prend avec l'IA. Il faut que l'ensemble de la population puisse se former sur les fondamentaux de l'IA, qu'elle comprenne ce qu'est une intelligence artificielle, comment sont traitées les informations d'une intelligence artificielle et qu'est-ce qu'est capable de nous recracher une intelligence artificielle pour que les personnes puissent faire le bon choix au bon moment quand elles vont commencer à l'utiliser, puisque ça va devenir partie de leur quotidien. Oui, ça va devenir vraiment incontournable. Alors, notre épisode touche bientôt à sa fin et pour clôturer notre discussion, j'aimerais avoir ta vision, Arnaud, sur le futur de nos vies, justement, nos vies augmentées ou assistées par l'IA. Est-ce que la seule arme qui nous reste face à l'IA, c'est notre esprit critique ? Comment tu vois les choses ? Ça va être de plus en plus difficile dans le futur de détecter ce qui provient de l'IA de ce qui provient de l'humain. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous prévenir de la fausse information, d'une divergence ou d'une hallucination ? Ça va être, comme tu le disais, notre esprit critique et ça va être également notre capacité
à avoir une volonté de vouloir retravailler ce qui a été défini. Pourquoi ? Parce que si on s'appuie trop sur une intelligence artificielle, on va aller sur la facilité. Et c'est ce qui va créer mécaniquement de plus en plus de fautes et de plus en plus de divergences par rapport à une réalité. Donc, concentrons-nous sur cet esprit critique, challengeons-nous de manière, j'ai envie de dire, quasi quotidienne, à partir du moment où on utilise une intelligence artificielle, faisant en sorte que nous puissions penser librement par rapport aux réponses qu'elle nous donne et pouvoir, si on le souhaite et si on pense qu'il est nécessaire, faire quelques modifications. L'idée, c'est de pouvoir aboutir à une utilisation sereine de l'IA. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Arnaud Loubatière, directeur Sud-Europe chez SoSafe, d'avoir partagé tes précieuses connaissances au micro du podcast et d'avoir présenté les 2 solutions que vous proposez chez SoSafe, qui, je le rappelle, sont disponibles dans la description de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à contacter SoSafe pour mettre en place les solutions dont vous avez besoin pour rendre vos politiques d'IA accessibles à tous vos salariés. Merci encore, Arnaud. Merci, Leslie. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un second épisode de cette nouvelle mini-série dédiée à la sensibilisation cyber et IA en partenariat avec l'entreprise SoSafe. À très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.